Quand ma fille est née prématurée, mes beaux-parents ont refusé de nous aider à payer les frais de réanimation néonatale. De toute façon, elle est trop faible pour survivre. Pourquoi gaspiller de l'argent, a dit ma belle-mère. Mon mari est resté silencieux lors de cet appel téléphonique. J'ai raccroché, j'ai vendu mon alliance le soir même et je suis entré seul dans l'hôpital. Des années plus tard, cette même famille qui m'avait laissé me noyer est revenue me supplier de l'aider. Et ce que j'ai fait ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. Je m'appelle Céline. Et avant de vous raconter ce qui est arrivé aux personnes qui ont abandonné ma fille à son heure la plus critique, j'ai besoin que vous compreniez ce que j'ai ressenti pendant ces 90 premiers jours. Parce que je ne pense pas que je serai un jour capable de l'expliquer autrement que comme ça, c'était comme se noyer dans le couloir d'un hôpital pendant que tous ceux qui étaient censés me maintenir la tête hors de l'eau me regardaient depuis le rivage. J'étais enceinte de 26 semaines quand j'ai perdu les os un mardi après-midi de mars, 3 mois avant le terme prévu. J'étais en train de plier de minuscules bodys que j'avais déjà lavés 2 fois parce que je n'arrêtais pas de les toucher. Mon mari, Clément, m'a conduite à la maternité avec les mains qui tremblaient tellement sur le volant qu'il a grillé un feu rouge. Je me souviens avoir pensé, au milieu de ma propre panique, qu'au moins il avait peur pour les bonnes raisons. Je ne savais pas encore qu'avoir peur et être présent sont deux choses complètement différentes. Élodie pesait 765 grammes à la naissance. Elle tenait dans la paume de ma main. Le néonatologiste a utilisé le mot « critique » tellement de fois lors de notre première conversation que ce n'était plus un mot, mais une sonnette d'alarme. Elle avait des poumons sous-développés, un souffle au cœur qu'il devait surveiller, et une peau si fine que je pouvais voir ses veines bleues cartographier sa petite poitrine comme un réseau de rivières. Ils l'ont placée dans une couveuse avec des tubes qui lui rentraient dans le nez, le bras, et sur le dessus du pied parce que ses veines n'arrêtaient pas de s'affaisser. Je n'ai pas eu le droit de la tenir pendant 11 jours. Je pouvais seulement passer mes mains par 2 petits trous de la couveuse et poser 2 doigts contre sa paume. Et même ça, j'avais l'impression que ça pouvait la briser. Je savais que les factures allaient arriver avant même de quitter le parking de l'hôpital cette première fois. Les soins en réanimation néonatale ne se mesurent pas en jours. Ils se mesurent en dizaines de milliers d'euros par semaine. Et ma mutuelle, pour laquelle je m'étais battu pendant ma grossesse difficile tout en travaillant à temps partiel comme coordinatrice de la paix, ne couvrait qu'une partie des frais, et les restes à charge contestés s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les suivre. Clément travaillait dans une entreprise de logistique de taille moyenne comme superviseur d'entrepôt. Un salaire correct, mais rien qui puisse absorber une facture qui allait finir par dépasser les 200 000 euros. Alors, nous avons fait ce que les gens font dans ces cas-là. Nous avons appelé la famille. Je veux être juste ici, parce que j'ai raconté cette histoire assez de fois pour savoir que les gens imaginent toujours le pire de tout le monde avant même d'en connaître les détails. Alors, soyons précis. Mes propres parents étaient à la retraite, vivant avec de modestes revenus dans une autre région, et ils ont envoyé ce qu'ils pouvaient, ce qui n'était pas grand-chose. Mais ils appelaient tous les jours, et ma mère a pris le train pour venir s'asseoir avec moi pendant 2 semaines dans cette salle d'attente de réanimation, même si ses genoux faisaient de ces chaises d'hôpital une véritable torture pour elle. Ça comptait. Je veux que ce soit dit. Pour les parents de Clément, c'était une autre histoire. Son père, Bernard, avait bâti un petit mais confortable cabinet de courtage en assurance pendant 30 ans. Sa mère, Chantal, n'avait jamais travaillé en dehors de la maison un seul jour de sa vie, et avait des opinions très arrêtées sur ce à quoi devait ressembler une famille solide. Des opinions qu'elle partageait librement et souvent, généralement à mes dépens, toujours avec un sourire qui adoucissait l'insulte tout en la rendant plus tranchante. J'avais passé 6 ans de mariage à apprendre à acquiescer face aux commentaires de Chantal sur ma cuisine, mes vêtements, le fait que j'ai gardé mon nom de jeune fille professionnellement. J'avais appris que le meilleur moyen de survivre au repas du dimanche était de laisser couler. Mais ça, je ne pouvais pas laisser couler. Clément les a appelés depuis le couloir de l'hôpital, sous le bourdonnement des néons, tandis que les machines bipaient régulièrement depuis la chambre d'Élodie, un peu plus loin. Je me tenais à côté de lui parce que j'avais besoin de l'entendre directement, et non filtré par son récit plus tard. Il a expliqué la situation calmement, les factures, les semaines à venir, le fait que nous avions besoin d'aide. D'une vraie aide, pas de vagues encouragements. Il y a eu un silence au bout du fil, puis la voix de Chantal, assez claire pour que j'entende chaque mot sans avoir besoin de me pencher. De toute façon, elle est trop faible pour survivre. Pourquoi gaspiller l'argent ? J'ai senti tout mon corps se glacer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'hôpital.
J'ai attendu que Clément dise quelque chose, qu'il défende sa fille, qu'il raccroche au nez de sa propre mère, qu'il fasse quoi que ce soit. Il est resté silencieux. Pas sous le choc. Silencieux. Pas le genre de silence qui précède le moment où quelqu'un trouve ses mots. Juste silencieux. Soumis. Le genre de silence qui m'a tout dit sur l'endroit où se trouvait réellement sa loyauté. Et ce n'était pas dans ce couloir d'hôpital avec moi et notre fille qui luttait pour sa vie à 3 mètres de là. La voix de Bernard a retenti ensuite. Plus douce que celle de Chantal, mais pas assez. Il a dit que peut-être, une fois qu'elle serait plus stable, il pourrait en reparler. Il a dit que l'argent était juste de leur côté aussi, ce qui, je l'ai appris plus tard, était un mensonge, car 6 semaines après cet appel, Chantal a posté des photos depuis un complexe hôtelier aux Seychelles avec une légende expliquant à quel point elle se sentait bénie. J'ai pris le téléphone des mains de Clément. Je n'ai pas crié. Je veux que les gens comprennent cela. J'ai vu assez de ces histoires pour connaître la version que l'on attend. Les hurlements, le raccrochage dramatique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit très calmement, vous ne parlerez plus jamais de ma fille de cette façon. Et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, je suis allé dans les toilettes au bout du couloir, je me suis assise sur l'abattant fermé des toilettes, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Le genre de larmes qui viennent de quelque part plus bas que la poitrine, de quelque part plus près de la colonne vertébrale. Ce soir-là, après que Clément soit rentré à la maison pour se doucher et se changer en promettant de revenir quelques heures plus tard, je me suis assise seule à côté de la couveuse d'Élodie, et j'ai pris une décision. J'ai retiré mon alliance, un modeste diamant d'un demi-carat qui avait représenté le monde entier pour moi 4 ans plus tôt, et je l'ai regardé sous la faible lumière de l'hôpital. Ça n'allait pas sauver mon mariage de ce que je sentais déjà se fissurer en dessous, mais ça pouvait acheter 3 jours de soins supplémentaires pour ma fille. J'ai trouvé un prêteur sur gage et acheteur d'or ouvert 24h24 à 9 minutes de l'hôpital, le genre d'endroit avec des barreaux aux fenêtres et une clochette qui tintait trop joyeusement pour la situation. L'homme derrière le comptoir a à peine levé les yeux lorsqu'il l'a pesé, testé et m'a proposé 1100 €. J'ai accepté sans négocier. Je suis retourné à l'hôpital, seul dans le noir, passant devant une pharmacie fermée et un arrêt de bus désert, et j'ai versé cet argent pour les prochaines factures d'Élodie le lendemain matin. Je voudrais vous dire que Clément a tout de suite remarqué l'absence de la bague. Ce n'est pas le cas. Il lui a fallu 4 jours. Les semaines qui ont suivi se brouillent dans ma mémoire, de la même manière que l'épuisement rend tout flou, mais certains moments sont restés nets. La nuit où les niveaux d'oxygène d'Élodie ont chuté et où 3 infirmières se sont déplacées si vite autour de sa couveuse qu'on a dû m'accompagner hors de la chambre, mes jambes ne fonctionnant plus tout à fait, un interne me tenant par le coude tout du long. Le matin où j'ai enfin pu la tenir contre ma poitrine nue pour faire du Poax en grave peau. Son corps entier était plus petit que mes 2 mains jointes en coupe. Son cœur battait si vite et avec tant de détermination que je lui ai promis silencieusement de passer le reste de ma vie à faire en sorte que le monde la mérite. Le jour où j'ai ouvert une lettre du service financier détaillant une seule semaine de frais à 18 400 €, et où je me suis assise dans ma voiture dans le parking à faire des calculs pour lesquels je n'avais pas l'énergie, déplaçant des chiffres entre des comptes qui étaient déjà presque vides. Clément a fait des heures supplémentaires. Je lui accorde ça. Il n'était pas un méchant au sens caricatural du terme. Il était quelque chose de plus difficile à expliquer et de plus difficile à pardonner. Un homme qui aimait sa fille en théorie, mais qui ne parvenait pas à trouver sa colonne vertébrale quand sa mère était à l'autre bout du fil. Chaque fois que je parlais de la remarque de Chantal, il disait une variante de « c'est juste sa façon de parler » ou « elle ne le pensait pas littéralement », comme si le sens littéral était la seule chose qui comptait. Comme si je n'avais pas entendu la froideur sous les mots, le calcul, la décision selon laquelle la vie de ma fille ne valait pas leur argent. Ses parents n'ont jamais appelé pour prendre des nouvelles d'Élodie. Pas une seule fois pendant ces 91 jours. Pas une carte, pas un message, pas une seule question pour savoir si elle avait pris du poids, si ses poumons s'étaient renforcés, si elle n'était plus sous respirateur. Ma propre mère appelait tous les soirs, parfois juste pour rester au téléphone en silence avec moi parce qu'elle savait que je n'avais plus de mots. Et ce silence de sa part ressemblait à un langage totalement différent de celui du côté de Clément. Il y a eu une nuit, lors de la 5e semaine, à laquelle je pense encore plus qu'à presque toutes les autres. Élodie a eu une rechute, une petite infection qui a fait grimper à nouveau ses besoins en oxygène. Rien de catastrophique au final, mais terrifiant sur le moment.
le genre de terreur qui pousse un parent à marchander avec un Dieu à qui il n'a pas parlé depuis l'enfance. J'ai appelé Clément à 23 heures, la voix brisée au milieu d'une phrase, et il est venu. Il venait toujours quand je l'appelais directement. Je veux être juste là-dessus. Mais quand je lui ai demandé après coup, alors que nous étions assis dans la salle des familles au bout du couloir avec des cafés de distributeurs qui refroidissaient dans nos mains, s'il avait dit à ses parents ce qui s'était passé, il a répondu qu'il ne voulait pas les inquiéter. Je me souviens l'avoir fixé, cet homme qui avait regardé le moniteur d'oxygène de notre fille hurler son alarme 1 heure plus tôt, et avoir compris que son instinct de protéger ses parents de l'inquiétude était plus profond que son instinct de leur demander de l'aide. C'est à ce moment-là, pour être honnête, que quelque chose en moi a fini de se briser silencieusement, même si la fin réelle n'est survenue que des mois plus tard. Je suis passé en mode survie d'une manière que je ne pense pas avoir pleinement assimilée avant bien plus tard. J'ai pris des missions de comptabilité en freelance sur mon téléphone dans la cafétéria de l'hôpital entre les heures de visite, facturant des clients à 2 heures du matin parce que c'était la seule fenêtre de tranquillité que j'avais. J'ai vendu des choses, la bague d'abord, puis un service en porcelaine vintage que ma grand-mère m'avait laissé, puis une montre que Clément m'avait offerte pour notre anniversaire et dont je m'étais convaincu qu'elle ne signifiait plus ce que je croyais. J'ai appris les heures exactes où le bureau de facturation de l'hôpital était le moins occupé pour pouvoir négocier des plans de paiement sans attendre 40 minutes au téléphone. Élodie a franchi un cap au cours de sa 7e semaine. Ses poumons se sont renforcés. Elle a commencé à tolérer de petits repas sans que son taux d'oxygène ne baisse. La néonatologiste, une femme à la voix douce nommée Dr Lefebvre, à qui je serai reconnaissante pour le reste de ma vie, m'a dit un après-midi qu'Élodie était une battante. Et je me souviens avoir ri, un rire étrange et brisé, car bien sûr qu'elle l'était. Elle venait de moi. Nous l'avons ramenée à la maison à 91 jours, pesant 2 kg 350, assez petite pour que sa tenue de sortie, un body taille prématuré, la noie encore complètement. Je me souviens d'avoir été debout dans le hall de l'hôpital avec elle dans le siège auto, Clément portant le sac de documents médicaux et l'équipement de surveillance dont nous aurions besoin pour les mois suivants. Et d'avoir ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme une étrange victoire creuse. Nous avions survécu, mais je savais déjà, debout à cet endroit, que le « nous » ne signifiait plus la même chose. Chantal et Bernard sont apparus exactement une fois pendant la première année d'Élodie, lors d'une réunion de famille à laquelle je ne voulais pas assister, mais à laquelle Clément m'a fait culpabiliser pour maintenir la paix. Chantal a tenu Élodie pendant exactement 4 minutes, a pris 2 photos pour ses propres réseaux sociaux, et a passé le reste de la visite à parler d'une croisière qu'elle et Bernard prévoyaient. Elle n'a jamais demandé comment le séjour à l'hôpital s'était passé, n'a jamais demandé ce que cela nous avait coûté, financièrement ou autrement. C'était comme si ces 91 jours étaient arrivés à des étrangers. J'ai cessé d'assister aux réunions de famille après ça. Clément y allait seul ou n'y allait pas, selon l'énergie qui lui restait pour négocier ce champ de bataille particulier. Notre mariage, pendant cette première année, est resté dans une étrange phase d'attente. Il ne s'effondrait pas activement, mais il était vidé de sa substance, comme une maison qui tient encore debout mais dont les murs sont silencieusement rongés par les termites. La véritable fin est arrivée 18 mois après la naissance d'Élodie, un jeudi ordinaire. J'avais demandé calmement à Clément, pour ce qui me semblait être la 100e fois, de poser une limite avec sa mère, pas même de couper les ponts, juste de lui dire que les commentaires sur la valeur de notre fille étaient inacceptables. Il m'a répondu que je m'accrochais encore à quelque chose qui s'était passé il y a longtemps et que je devais laisser couler pour le bien de la famille. Quelque chose en moi est devenu très silencieux et très clair à ce moment-là. J'ai regardé cet homme que j'avais épousé, qui, je l'avais cru autrefois, s'interposerait entre moi et tout ce qui menacerait notre famille, et j'ai compris pleinement et définitivement qu'il avait déjà choisi son camp dans ce couloir d'hôpital, et que ce n'était pas le mien. Ce qui a définitivement réglé la question s'est produit 3 semaines plus tard. J'ai découvert presque par accident que Bernard avait discrètement donné à Clément 4 000 € pour acheter une camionnette d'occasion dont il avait envie. L'argent a été remis le même mois où je divisais encore les rendez-vous de suivi des spécialistes d'Élodie sur 2 cartes de crédit parce que je ne pouvais pas les payer d'un coup. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il n'a pas nié. Il a dit que son père le lui avait proposé et qu'il n'avait pas voulu compliquer les choses en m'en parlant. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas vraiment d'argent, et que ça ne l'avait jamais été. Sa famille avait décidé, bien avant que je n'entre en scène, quelle partie de cette famille valait la peine d'investir, et ma fille ne figurait tout simplement pas sur cette liste. J'ai demandé le divorce 4 mois plus tard. Ce ne fut pas dramatique.
Il n'y a pas eu de dispute éclatante, pas d'assiette jetée. J'ai simplement arrêté d'attendre qu'il devienne quelqu'un qu'il m'avait déjà prouvé ne pas être. Clément ne s'est pas beaucoup battu pour éviter le divorce, ce qui m'a aussi dit quelque chose, qu'une partie de lui attendait la permission d'arrêter de faire semblant, elle aussi. Mes propres parents ont aidé là où ils le pouvaient, mais ils étaient plus âgés, avec des revenus fixes, et je refusais de devenir un fardeau qu'ils ne pourraient pas porter. J'ai emménagé dans un modeste appartement de 3 pièces avec Elodie, j'ai pris un poste de comptable à temps plein avec de vrais avantages sociaux, et j'ai gardé les clients freelance à côté pour les mois où les frais de garde d'enfants dépassaient mon salaire. Il y a eu des années, je ne vais pas prétendre le contraire, où j'ai mangé des céréales au dîner 3 soirs par semaine pour qu'Elodie puisse avoir de vrais repas, où j'ai cousu des pièces sur les manches de son manteau d'occasion plutôt que d'en acheter un nouveau. Où je me suis assise dans ma voiture devant son école maternelle, pleurant doucement avant d'essuyer mon visage et d'entrer avec le sourire parce qu'elle avait besoin de voir de la stabilité, pas des ruines. Je me souviens d'un hiver en particulier, Elodie avait presque 3 ans, où le système de chauffage de notre appartement est tombé en panne et où le propriétaire a mis 11 jours à le réparer. J'ai superposé toutes les couvertures que nous possédions sur son petit lit et j'ai dormi à côté d'elle la plupart de ces nuits juste pour partager notre chaleur corporelle. Lui disant que c'était une aventure de camping pour qu'elle ne ressente pas la peur que j'éprouvais en voyant mon souffle se condenser dans notre propre salon. J'ai fini par appeler moi-même un service de réparation d'urgence le 4e jour parce que je ne pouvais plus attendre. Je l'ai payé avec de l'argent destiné à autre chose et j'ai réglé le problème de ce « autre chose » plus tard. La façon dont je réglais presque tout pendant ces années, de travers, épuisé de créativité, mais toujours en trouvant une solution. J'ai construit une vie pour nous de mes propres mains. Brique par brique, facture par facture. J'ai repris mes études à temps partiel pour terminer le diplôme d'expert comptable que j'avais abandonné dans ma vingtaine, étudiant après qu'Elodie se soit endormie, m'endormant avec des manuels encore ouverts sur la poitrine plus de nuits que je ne pourrais le compter. Une fois le cursus terminé, j'ai passé mon examen final et je l'ai réussi du premier coup. Et je me souviens d'avoir appelé ma mère en premier avant quiconque, et de nous être mises à pleurer toutes les deux au téléphone à propos d'une nouvelle qui n'avait pour une fois rien à voir avec les hôpitaux. Peu de temps après, j'ai été promu comptable senior dans un cabinet du centre-ville. Quelques années plus tard, j'ai ouvert mon propre petit cabinet d'expertise comptable et de conseil fiscal, travaillant avec des chefs d'entreprise locaux qui appréciaient quelqu'un de rigoureux et d'honnête plutôt que quelqu'un de tape à accent grave-l'œil. Bâtir ce cabinet à partir de rien a signifié des journées de 18 heures la première année, cela a signifié pour Elodie de faire ses devoirs sur une table pliante dans le coin d'un espace de bureau loué parce que je ne pouvais pas encore me permettre à la fois la garde d'enfants et le loyer. Cela a signifié de refuser client après client jusqu'à ce que j'ai enfin une base suffisante pour être sélective au lieu d'être désespéré. Je me souviens de la première fois où j'ai embauché une employée, une jeune femme discrète et brillante nommée Océane, qui venait de terminer ses propres études de comptabilité. Et à quel point cela m'a semblé étrange et merveilleux de signer le chèque de paie de quelqu'un d'autre après des années à pouvoir à peine couvrir le mien. Elodie a grandi pour devenir une fille brillante, curieuse et farouchement indépendante, qui a adoré les dinosaures, puis l'espace, puis la natation de compétition, dans cet ordre. La façon dont les obsessions des enfants changent comme les saisons. Elle n'a jamais eu besoin de chirurgie de suivi, n'a jamais montré de séquelles à long terme de son arrivée précoce, à part une cicatrice sur la poitrine due à une intervention effectuée très tôt, qu'elle traçait parfois de son doigt en posant des questions. Je lui disais alors la vérité en morceaux adaptés à son âge, qu'elle était arrivée en avance, qu'elle s'était battue fort, qu'elle était la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne lui ai jamais parlé de l'appel téléphonique quand elle était petite, il y a des choses qu'un enfant n'a pas besoin de porter. Clément est resté vaguement présent dans sa vie. Des visites un week-end sur 2 qui se sont espacées au fil des ans, des apparitions pour les anniversaires, l'occasionnel rendez-vous manqué avec un texto d'excuses. Il s'est remarié 3 ans après notre divorce avec une femme pour laquelle je n'ai jamais eu de sentiments forts, dans un sens ou dans l'autre. Ses parents, d'après ce que j'ai compris à travers les minces fiches d'informations qui me parvenaient encore, sont restés exactement qui ils avaient toujours été, seulement un peu plus bruyants à mesure qu'ils vieillissaient, comme le font souvent les gens. J'ai fait de mon cabinet quelque chose dont j'étais fier. J'ai acheté une petite maison avec un jardin assez grand pour le chien qu'Elodie réclamait depuis ses 7 ans. J'ai remboursé chaque euro de dette que ces mois de réanimation néonatale avaient laissé derrière eux, lentement, méthodiquement, de la manière dont je faisais tout désormais. Et quelque part là-dedans, sans m'apercevoir vraiment du moment où c'est arrivé, j'ai cessé d'être la femme qui pleurait dans les toilettes de l'hôpital et je suis devenu quelqu'un de totalement nouveau, quelqu'un de stable,
quelqu'un de capable. Quelqu'un qui ne tressaillait plus quand le téléphone sonnait à l'improviste. Puis, 10 ans après cet appel dans le couloir de l'hôpital, le cabinet de courtage de Bernard s'est effondré. J'en ai entendu parler de la même manière que j'entendais la plupart des choses sur cette famille maintenant, de seconde main, par Clément qui l'a mentionné lors d'un passage pour chercher Élodie. Sa voix était soigneusement neutre, de cette manière qu'ont les gens quand ils annoncent une nouvelle dont ils se doutent qu'elle sera reçue différemment de ce qu'ils voudraient. Une combinaison de mauvais investissements, d'une clientèle vieillissante qui n'avait pas été remplacée par de nouvelles affaires, et apparemment de quelques pratiques comptables douteuses sur lesquelles Bernard s'était appuyé pendant des années. Le genre de raccourcis qui finissent toujours par rattraper une entreprise. Le cabinet a fait faillite en 8 mois. Chantal et Bernard, tous deux désormais à la fin de la soixantaine, se sont retrouvés avec une fraction de la retraite sur laquelle ils avaient tablé, un crédit immobilier toujours dû sur une maison trop grande pour 2 personnes, et des frais médicaux personnels commençant à grimper. Comme c'est le cas pour tout le monde un jour ou l'autre. Indépendamment de ce qu'ils disaient autrefois sur les frais médicaux des autres. Je veux être honnête sur un point ici, parce que je pense que l'honnêteté est la seule chose qui vaille la peine qu'une histoire comme celle-ci soit racontée. Je ne me suis pas sentie triomphante quand j'ai appris l'effondrement du cabinet de Bernard. J'ai ressenti surtout un étrange calme, le genre de calme qu'on ressent quand une tempête à laquelle on s'était préparé pendant des années passe enfin, et qu'on réalise qu'on est exactement au même endroit qu'avant, juste un peu plus vieux. Il n'y a eu aucune envie d'appeler qui que ce soit pour jubiler. Aucun fantasme de débarquer dans leur nouvel appartement plus petit avec un sourire. Juste une clarté tranquille et apaisée sur le chemin parcouru depuis la femme qui se tenait autrefois dans ce couloir d'hôpital, croyant que sa valeur et celle de sa fille pouvaient être mesurées par la volonté de quelqu'un d'autre de dépenser de l'argent pour elle. C'est Chantal qui m'a appelé directement, ce qui m'a surprise plus que presque tout le reste dans cette histoire, elle ne faisait pas passer de message. Chantal elle-même, un numéro que je n'avais pas vu depuis des années, allumant mon téléphone un mardi soir alors que j'aidais Élodie, âgée de 10 ans, à faire une feuille d'exercice sur les fractions à la table de notre cuisine. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. J'ai laissé sonner aussi. La 3e fois, je suis allé dans ma chambre et j'ai décroché. Sa voix paraissait plus petite que dans mes souvenirs, bien que j'y ai reconnu la même chaleur feinte en dessous, le ton qu'elle avait toujours utilisé juste avant de demander quelque chose. Elle a parlé de la santé de Bernard, du cabinet, de la difficulté de la situation. Puis, prudemment, presque doucement, elle a demandé si je pourrais peut-être les aider. Juste un prêt, a-t-elle dit. Juste le temps que les choses se stabilisent. La famille est de la famille, a-t-elle ajouté. Et je me souviens d'être resté très immobile, assise sur le bord de mon lit, fixant la feuille d'exercice sur les fractions toujours ouvertes sur la table de la cuisine où ma fille m'attendait, et de penser à la précision, à l'exactitude avec laquelle ce moment reflétait celui d'il y a 10 ans. Mais avec les rôles inversés. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Ce n'était pas une tactique pour gagner du temps. J'avais sincèrement besoin de me poser avec ce que je ressentais avant de répondre, parce que je ne voulais pas répondre sous le coup de la colère. Même si la colère était bel et bien présente, je voulais répondre avec clarté. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'ai pensé à la version de moi-même qui se tenait dans ce couloir d'hôpital, entendant la valeur de ma fille mesurée à une somme d'argent. J'ai pensé à l'alliance sur ce comptoir du prêteur sur gage, à cet homme qui levait à peine les yeux pendant qu'il la pesait. J'ai pensé aux soirs de céréales pour le dîner, aux manches de manteaux rapiécés, aux années passées à construire quelque chose à partir de rien. Pendant que les personnes qui me demandaient de l'aide maintenant étaient en vacances aux Seychelles exactement pendant les semaines où ma fille luttait pour sa vie à 3 mètres de là, dans un couloir d'hôpital. J'ai rappelé Chantal un vendredi soir. Je lui ai dit que je ne leur ferais aucun prêt, ni à elle ni à Bernard. Je le lui ai dit calmement, de la même manière que je lui avais dit 10 ans plus tôt qu'elle ne parlerait plus jamais de ma fille de cette façon. Que certaines dettes ne se mesurent pas en euros, et que la leur était arrivée à échéance il y a bien longtemps. Je lui ai dit que j'espérais qu'ils trouveraient une solution à leur situation, et je le pensais sincèrement, car je n'ai jamais souhaité de mal à personne, même aux gens qui m'ont montré exactement qui ils étaient quand ça comptait le plus. Mais ce ne serait pas moi qui le financerais. Elle a essayé une autre approche après ça. La culpabilité, surtout, me rappelant qu'Élodie était aussi sa petite fille. Comme si ce fait n'avait pas été sans importance pour elle 10 ans plus tôt, quand Élodie pesait 765 grammes et avait besoin de chaque euro possible. Je l'ai laissé terminer.
puis je lui ai dit qu'Élodie la connaissait à peine, sans que ce soit la faute d'Élodie, et que ça aussi, c'était la conséquence des choix que Chantal avait fait bien avant que j'aie la chance d'en faire en retour. J'ai mis fin à l'appel de la même façon que j'avais mis fin à celui de 10 ans auparavant, calmement, fermement, sans élever la voix une seule fois. Je n'ai rien dit de tout ça à Élodie avant 6 ans plus tard, quand elle a eu 16 ans et qu'elle était assez grande pour en comprendre toute la portée. Nous étions assises l'une en face de l'autre à la table de la cuisine, un soir ordinaire, cette même table où la feuille d'exercice sur les fractions s'était un jour trouvée. Elle a posé la question de la manière dont les adolescents de 16 ans finissent par poser les questions plus difficiles, pourquoi elle connaissait à peine ses grands-parents paternels. Je lui ai enfin dit la vérité dans son intégralité. L'appel téléphonique, la bague, les 91 jours. J'ai regardé son visage changer à mesure qu'elle l'assimilait. J'ai vu quelque chose se durcir et autre chose s'adoucir en elle en même temps. L'alchimie particulière d'une enfant apprenant à quel point sa mère s'était battue pour qu'elle puisse exister dans ce monde. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table, a pris la mienne et a dit quelque chose que je ne pense jamais oublier. Tu n'avais pas besoin d'eux. Tu avais juste besoin de toi. Je lui ai dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Que j'avais eu besoin de beaucoup de personnes en cours de route, des infirmières, des médecins, ma propre mère et, par la suite, de bons amis avec qui j'avais construit une vie. Mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire et je me suis contenté de lui dire merci. Elle m'a demandé plus tard dans la soirée si je regrettais d'avoir vendu la bague. Je lui ai dit la vérité. J'avais pensé à cette bague plus de fois au fil des ans que je ne pouvais le compter. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce qu'elle m'avait appris quelque chose qu'aucune vie confortable n'aurait pu m'apprendre, que j'étais capable de survivre sans aucune des choses que je croyais autrefois indispensables pour survivre. Un mariage, l'approbation d'une famille, un bijou qui avait autrefois symbolisé des promesses que d'autres n'avaient pas tenues. Je lui ai dit que me séparer de cette bague était la première fois de ma vie d'adulte où je l'avais choisie, elle, pleinement et sans hésitation, au-dessus de tout le reste, et que je referais exactement le même choix sans une seconde de doute. Il y a encore une chose qu'Élodie a dite ce soir-là et que j'ai portée en moi depuis. Elle m'a demandé si je pensais que Chantal avait vraiment cru ce qu'elle avait dit lors de cet appel téléphonique, ou si c'était juste de la cruauté pour le plaisir d'être cruelle. Je lui ai répondu qu'honnêtement je n'en savais rien, et que j'avais cessé d'avoir besoin de le savoir il y a bien longtemps, parce que la réponse n'aurait rien changé à ce que j'ai fait ensuite. Ce qui comptait, ce n'était pas le pourquoi des mots de Chantal. Ce qui comptait, c'était ce que j'avais choisi de faire pendant les 91 jours qui les ont suivis, et chaque jour d'après. Elle a réfléchi à ça pendant un moment, traçant du doigt la petite cicatrice sur sa poitrine, comme elle le faisait depuis qu'elle était toute petite. Puis elle m'a demandé si elle pouvait voir une photo de moi au comptoir du prêteur sur gage, comme si une telle photo existait, comme si cette nuit-là avait été documentée ailleurs que dans ma mémoire. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de photo, que certains des moments les plus importants d'une vie se déroulent dans des endroits qu'aucun appareil photo n'atteint jamais, dont seule la personne qui les vit est témoin. Avant d'être finalement raconté aux personnes qui ont besoin de comprendre ce que cela a coûté. La situation financière de Bernard et Chantal, pour autant que je le sache, s'est finalement quelque peu stabilisée grâce à la vente de leur maison au profit d'un appartement beaucoup plus petit, grâce au fait que Bernard a accepté un travail de consultant à temps partiel bien après ses 70 ans. Et grâce au genre de réduction de train de vie silencieuse qui arrive aux gens qui pensaient autrefois que le confort était permanent. Je ne connais pas tous les détails, car j'ai cessé de suivre leur vie depuis longtemps. Clément m'a recontacté une fois de plus, environ un an après l'appel de Chantal, pour me demander si je pouvais reconsidérer ma décision, en présentant la chose comme étant pour le bien de son père plutôt que de sa mère. Comme si cette distinction changeait quoi que ce soit à ce qui s'était passé dans ce couloir 10 ans plus tôt. Je lui ai répondu la même chose qu'à Chantal. Et je lui ai aussi dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant. Que j'avais passé des années à attendre qu'il s'excuse. Non pas pour être resté silencieux lors d'un appel téléphonique, mais pour chaque choix silencieux fait par la suite, qui me disait que le confort de ses parents l'emporterait toujours sur le bien-être de sa fille, dans un calcul invisible dont il ne semblait jamais avoir conscience. Il n'a rien eu à répondre à ça. Je n'avais plus besoin de sa réponse. Ce qui me frappe le plus, avec le recul, c'est à quel point l'argent a finalement peu d'importance, d'un côté comme de l'autre de l'histoire. Il n'a jamais vraiment été question de l'alliance, du prêteur sur gage, ou des 1100 € qu'elle a permis de payer sur une facture qui a finalement atteint les 6 chiffres. Il s'agissait de la phrase elle-même. De toute façon, elle est trop faible pour survivre.
Pourquoi gaspiller l'argent? Et de ce que cette phrase a révélé sur ceux d'entre nous dans cette famille qui étaient prêts à se battre pour une vie qui ne pouvait pas encore se battre pleinement pour elle-même. Je me suis battu. Ma fille s'est battue plus fort qu'aucune petite personne de 765 grammes ne devrait jamais avoir à le faire. Tous les autres ont simplement révélé, en temps voulu, la force de combat qu'ils avaient réellement en eux. Mon cabinet emploie aujourd'hui 2 autres comptables et une responsable administrative à mi-temps. Élodie a 16 ans, fait de la natation de compétition, veut étudier la biologie marine, et n'a jamais douté un seul instant qu'elle valait chaque once du combat qu'il a fallu mener pour l'amener jusqu'ici. J'ai trouvé ma valeur dans le couloir d'un hôpital à 1h du matin, tenant 2 doigts contre la paume de ma fille à travers une petite ouverture en plastique, lui promettant une vie qu'aucune froideur ne pourrait plus jamais toucher. J'ai tenu cette promesse. C'est la seule fin qui ait jamais eu de l'importance pour moi. Si quelqu'un disait que la vie de votre enfant ne valait pas la peine d'être sauvée, vous seriez-vous éloigné d'eux comme je l'ai fait, ou leur auriez-vous donné une chance de plus? C'était une autre histoire de la chaîne Valira Revanche. Si cela vous a ému, vous savez quoi faire. Cliquez sur partager, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.